Bonjour à tous, donc je suis Charlotte Michon, je suis déléguée générale de l'association EDH dont vous voyez la présentation à l'écran, je vais vous la présenter. Avant ça, je voudrais juste dire que comme l'a souligné Melaine, on est vraiment très heureux de co-organiser ce nouveau cycle de webinaires sur la loi sur le devoir de vigilance. L'idée de ce cycle, donc jusqu'en juin, c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner les entreprises et les autres acteurs pour comprendre la loi, puisqu'il y a encore des enjeux, et je vais y revenir, de compréhension et d'interprétation de cette loi. Je vous ai vu, tout en faisant un point d'application sur comment les entreprises se sont appropriées la loi et aussi donner des outils d'application et de compréhension de cette loi. Et aussi, nous sommes vigilants dans tout ce cycle de webinaires de donner vraiment des points de vue multi-acteurs et de toutes les parties prenantes et toutes les perspectives possibles qui existent autour de cette loi. Donc là, aujourd'hui, on est effectivement dans un autre webinaire d'introduction après celui de Sherpa de vendredi. L'idée, c'est de montrer que cette loi, certes, c'est une loi française et on en a beaucoup parlé, mais aussi de montrer qu'elle s'inscrit dans un contexte international plus global et d'où elle vient finalement. Et ça, ce sera le rôle de Céline dans une première partie. Céline, que je remercie bien évidemment d'intervenir. Et ensuite, moi, je vous montrerai, donc un an après l'application de cette loi, un peu les premiers enjeux d'application pour les entreprises que nous avons vus et donc les points de vigilance, c'est le cas de le dire, pour elles dans le cadre de l'application future de la loi. Donc avant ça, je vais juste vous présenter rapidement donc Entreprises pour les droits de l'homme. Donc on est une association multisectorielle. Donc vous voyez les logos à droite. On est aujourd'hui 16 grandes entreprises françaises. On a été créé en 2006 et donc c'était assez quand même innovant à l'époque pour essayer de réfléchir à comment intégrer les droits humains dans les pratiques et les politiques des entreprises. Notamment par rapport depuis 2011, donc au principe directeur des Nations Unies et relatif aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies. Aujourd'hui, toutes nos entreprises sont impactées par la loi sur le devoir de vigilance et donc on travaille depuis 2 ans maintenant à véritablement comprendre et à appliquer, à essayer d'accompagner nos membres sur comment appliquer ces démarches de vigilance en matière de droits humains au sein de leur entreprise. Et donc, vous voyez, nos activités sont divisées en 3. Partage d'expérience entre les membres et rencontres avec des acteurs spécialisés. Développement d'outils méthodologiques et de sensibilisation, en particulier des modules e-learning, parce qu'on considère que la formation des collaborateurs, surtout dans les grandes entreprises comme ça, est nécessaire pour véritablement accompagner le déploiement des démarches de vigilance. Et enfin, on est aujourd'hui la seule association d'entreprises vraiment spécialisée sur les droits humains et donc on participe aux débats nationaux ou internationaux par rapport à la loi. Céline, je te laisse la parole pour présenter la CNCDH et tu pourras enchaîner sur le contexte international. Bonjour à tous, alors je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et l'Institution nationale des droits de l'homme accréditée auprès des Nations Unies. Donc, on a 4 missions, je vais vous en détailler surtout les 2 premières. Donc, on a pour mission de conseiller le gouvernement et plus globalement toutes les administrations françaises sur le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire en France. Et le deuxième point fondamental, c'est qu'on a un pouvoir de contrôle puisqu'on rend compte aux Nations Unies du respect par la France de ses engagements en termes de droits de l'homme, à savoir comment la France respecte l'ensemble des conventions internationales et des traités internationaux qu'elle a signés, qu'elle a ratifiés. Et on dénonce et on alerte la communauté internationale sur les éventuelles violations. On a pu le faire sur l'état d'urgence, on le fait sur la traite des êtres humains, on le fait voilà, sur de très nombreuses thématiques puisqu'on couvre l'ensemble des droits de l'homme. L'expertise qu'on a acquise sur la thématique spécifique entreprises et droits de l'homme, elle remonte aux premières négociations qu'il y a eu sur un traité d'élaboration de normes qui ont commencé au début des années 2000. On a rendu une très grande étude en 2008. Et puis, comme l'évoquait Charlotte, après l'adoption des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, le gouvernement français nous a saisis pour nous demander des conseils sur comment la France doit appliquer ces principes directeurs. On a rendu un avis et cet avis a été en fait utilisé ensuite par la plateforme RSE
dont nous sommes aussi membres pour proposer un projet aujourd'hui ce qui s'appelle le plan national d'action et de plan national de mise en application des principes directeurs des Nations Unies. Et on a le mandat d'évaluer le plan et le suivi du plan par les acteurs, donc acteurs, c'est-à-dire l'État et les entreprises. Donc moi, dans la première partie, je voudrais, voilà, comme l'évoquait Charlotte, cette loi française, elle a donc été adoptée en 2017, mais clairement, la notion de vigilance existe depuis un certain nombre d'années. Donc, je vais rapidement, sans entrer dans le détail de tous les slides, vous montrer à quel point c'est une dynamique internationale et de vous donner quelques autres exemples de lois qui existent dans le monde et en Europe pour voilà, vous montrer que cette loi, c'est une véritable avancée, mais qu'il y a beaucoup d'autres exemples dans le monde entier. Donc, le principe de diligence raisonnable, il est détaillé dans les principes directeurs des Nations Unies. Donc, on le voit, voilà, le principe numéro 15 qui invite voilà, les entreprises à mettre en place des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l'homme, prévenir les incidences, en atténuer les effets et rendre compte de la manière dont elles y remédient. Aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, les négociations ont repris pour un traité sur les entreprises et les droits de l'homme. Donc, c'est des négociations qui ont cours depuis 2014, qui sont, je dois vous le dire, particulièrement compliquées, puisque ce sont des négociations qui sont certes entre les États, mais le groupe de travail est ouvert. Donc, participe à ces négociations l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Charlotte aussi y contribue, nous aussi en tant qu'INDH. Les entreprises sont aussi sollicitées pour donner leur avis sur ce traité. Donc, on a eu un premier traité, un premier projet de traité qui a été présenté en octobre, qui a donné lieu à une séance de négociation assez houleuse au mois d'octobre. Et l'article 9 de ce traité est consacré entièrement aux mesures de vigilance. Donc voilà, là encore, on voit vraiment qu'il y a une dynamique internationale. Dynamique internationale qui se décline aussi au niveau d'autres institutions, d'autres instances, l'OCDE, les principes directeurs de l'OCDE qui ont été mis à jour en 2011, un guide sectoriel et un guide général sur le devoir de vigilance pour une conduite responsable qui a été adopté en juin 2018. L'OIT aussi fait énormément référence au devoir de vigilance. Et encore une fois, lors du G7, je tiens à souligner juste cette déclaration, l'engagement des États et des chefs d'État dans le fait de mettre en place des procédures de vigilance, de diligence, concernant les droits de l'homme. Donc, il y a une vraie dynamique internationale. Ensuite, au niveau du Conseil de l'Europe, donc cette fois au niveau régional, il y a une recommandation qui a été adoptée en mars 2016 qui incite les États à légiférer sur une mise en œuvre effective de l'obligation de diligence raisonnable avec une référence expresse au principe directeur des Nations Unies. C'est une recommandation qui n'est donc qu'un titre, qui n'est pas obligatoire, contraignante, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, est vraiment largement pris en compte et relayé par les États membres du Conseil de l'Europe. Au niveau de l'Union européenne, il y a eu énormément de mobilisation de toutes les instances. Je ne vais pas passer en revue, mais il y a eu, encore récemment, que ce soit le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, le Parlement européen, ont largement relayé l'idée d'une réflexion sur une réglementation contraignante en termes liée à la diligence raisonnable. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je disais, c'est qu'il y a énormément de lois qui existent. Ce dont il faut être conscient, c'est que ces lois, elles sont le périmètre qui les concerne en termes d'entreprise différent, les obligations qui sont imposées aux entreprises sont différentes, les sanctions qui sont prévues aussi, les violations, est-ce que ça concerne un type de violation de droits de l'homme ou toutes les violations de droits de l'homme? Là encore, c'est différent. Néanmoins, la dynamique est la même d'une véritable sensibilisation et responsabilisation des entreprises vis-à-vis de leurs incidences, l'incidence de leurs activités. Et l'autre point de la diligence raisonnable, c'est l'idée que les entreprises, si elles veulent mettre en œuvre des mesures qui soient efficaces, elles doivent absolument prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de leurs activités et ne pas se limiter à imaginer elles-mêmes et elles seules les mesures nécessaires.
L'acte le plus vieux qu'on peut citer, qui a été cité à de très nombreuses reprises, c'est un acte, voilà, California Transparency in Supply Chains. Donc, c'est une loi qui a été passée par la Californie, qui n'a pas, pour laquelle il n'y a aucune sanction, et le juge peut juste enjoindre l'entreprise à publier les informations. Une autre loi que je veux citer, c'est l'Australie, qui vient de se doter le 5 décembre dernier d'un Modern Slavery Act. Là encore, c'est une obligation de publier des rapports annuels, donc c'est plus une obligation de reporting qu'une obligation, voilà, de devoir de vigilance à la française. Et au niveau européen, il y a l'Allemagne n'a pas de loi aujourd'hui, mais est fort probablement sur le chemin d'en élaborer une, puisque c'est une dynamique qui a été lancée avec le plan national d'action. La Suisse suit un même parcours un peu compliqué avec une initiative entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement, qui a été adoptée le 5 juin après de multiples rebondissements et qui doit encore parcourir d'autres étapes au niveau législatif. Le Royaume-Uni, je pense que c'est une loi dont vous avez déjà entendu parler, c'est le Modern Slavery Act, qui a été adopté en 2015. Là, on le voit, la spécificité, c'est que ça ne concerne entre guillemets que le travail forcé, l'esclavage et le trafic d'êtres humains, donc la traite des êtres humains, et qui a une possibilité d'amende, mais c'est jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça a impliqué une certaine dynamique au niveau des entreprises, il n'y a pas eu de sanction en application de cette loi au niveau du Royaume-Uni. D'autres dynamiques en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie. Ce que je souhaite mettre en avant pour toutes les lois que je viens d'évoquer au niveau européen, c'est que beaucoup d'entre elles ont le soutien clair et affirmé des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas des lois qui sont seulement portées par la société civile, mais pour beaucoup d'entre elles, elles sont vraiment soutenues par les entreprises. La diligence raisonnable, donc elle est évoquée dans le plan d'action national, en France en tout cas, la diligence raisonnable est évoquée dans plusieurs mesures du plan national d'action entreprise et droits de l'homme, qui fait vraiment référence directe à la loi, mais au-delà de la loi, à tout ce qui est devoir de vigilance. Et pour ce qui est de la loi, je ne sais pas si Sherpa avait eu l'occasion de revenir sur le long processus qui a abouti à l'adoption de cette loi-là. Donc, c'est une initiative qui a été déclenchée même avant le drame du Rana Plaza. C'est le drame du Rana Plaza en 2013 avec l'effondrement de ces ateliers qui a un petit peu précipité, bousculé les choses et surtout mobilisé les parlementaires pour appuyer cette initiative. Mais il a fallu un long processus puisqu'on est parti d'une première proposition en 2013 pour aboutir à une loi qui a été quand même très modulée pendant 4 ans, qui a été officiellement publiée en mars 2017 après une censure du Conseil constitutionnel qui portait exclusivement sur les amendes, voilà, les amendes qui pouvaient être imposées aux entreprises. Aujourd'hui, c'est une loi qui est vraiment très regardée par les autres pays et même au-delà de l'Europe et nombreux sont les occasions où notamment Frédéric Potier ou l'État français doit témoigner de l'application de cette loi. Merci Céline. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que quand on regarde un peu toutes ces différentes obligations, alors certes, c'est de nature, de enjeux sur des périmètres différents, avec des enjeux différents, des obligations juridiques différentes, oui, mais ce qu'elles demandent toutes aux entreprises, c'est finalement de mettre en place des démarches de vigilance. Ces obligations viennent directement des référentiels de soft law que tu as évoqués, en particulier les principes directeurs des Nations Unies ou les principes directeurs de l'OCDE. Et elles ont aussi pour point commun que la transparence est une condition finalement, notamment pour les obligations de reporting, c'est évident, mais même pour les référentiels internationaux, c'est une condition d'effectivité de la démarche de vigilance parce que l'entreprise doit prouver qu'elle met en place des démarches crédibles pour identifier et prévenir ces risques donc sur les droits humains ou sur l'environnement. Alors, une question. Si les lois pour protéger les droits humains sont soutenues par les entreprises, est-ce qu'on voit la même création d'un cadre légal de protection des droits de l'homme dans les pays en voie de développement?
Alors, les lois soutenues par les entreprises, enfin, pour le coup, la loi française ne l'a pas franchement été, mais je pense que c'est par rapport à ce que disait Céline. Les entreprises les plus avancées, et notamment sur les questions du reporting, se sont emparées les référentiels de Soflo, se sont emparées, se sont elles-mêmes, parce que ça devient des risques aussi réputationnels, mais aussi opérationnels, mais aussi financiers, parce qu'il y a de plus en plus financiers, il y a de plus en plus d'attentes qui pèsent sur elles de la part de leurs partenaires commerciaux ou des investisseurs ou des banques. Et donc, se sont emparés de la question de la vigilance et ont elles-mêmes commencé à intégrer les démarches avant même qu'il y ait des lois. Pour je rappelle que c'est les États, et ça je pense que Céline pourra compléter, qui ont la responsabilité première de mettre en place de protéger les droits humains. Et ça veut dire quoi? Mettre en place des lois, y compris euh, de prévention des violations des acteurs économiques comme sont les entreprises. Et précisément, la question des entreprises internationales est de savoir comment agir en respect des droits humains et en respect de leurs propres engagements dans les pays à l'étranger. Je ne crois pas qu'elles aient des vocations de lobbying auprès de ces pays. Aujourd'hui, pour compléter ce que disait Charlotte, aujourd'hui, nous, en tant qu'INDH, on participe à des groupes de travail, des réseaux internationaux donc d'institutions qui sont comme les nôtres. Il n'y a pas de loi qui existe, ou très peu de dynamiques qui peuvent être semblables à celles que je vous ai évoquées en Europe, qui soient la création de lois, qui soient créatrices d'obligations. Par contre, ce qu'on voit, c'est d'autres types de dynamiques. Puisqu'il n'y a pas de possibilité forcément de faire évoluer le droit national, il y a des réseaux multipartites qui se mettent en place, des pactes qui sont les pactes sectoriels, des accords sectoriels qui concernent soit un pays, soit une zone entière, et qui permettent du coup de pallier peut-être au manque tout simplement d'une législation protectrice des droits de l'homme, sans parler de protection de la mission des entreprises, mais de la responsabilité des entreprises, mais qui du coup pallie voilà, à ce manque. Et on espère qu'en effet, à terme, il y aura notamment de la part de grandes puissances, celles qu'on évoque, la Chine, qui n'est pas présente en Chine, mais bien sûr dans d'autres pays comme en Afrique ou l'Inde, qui ont une vraie responsabilité dans les échanges commerciaux. Mais à aujourd'hui, clairement, la dynamique de loi, de devoir de vigilance, ou comme un peu la loi française, elle n'existe pas en dehors de l'Europe et un peu les États-Unis.